Merci beaucoup pour cette intervention. Alors moi, j'ai noté plein de choses à en dire. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro quelque part. On va peut-être commencer par quelques questions de la salle, quelques remarques, si vous en avez. Oui. Merci. Donc vous parliez de la prise de position de la France dans le cadre de la loi bioéthique et de l'interdiction de l'imagerie fonctionnelle. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus au niveau européen pour harmoniser les législations nationales ou pas? Alors, pas à ma connaissance au niveau européen. Pour le moment, c'est au niveau français que ça se joue. C'est parce que c'est à la suite, si vous voulez, de la loi de 2011 qui est venue autoriser sans distinction tous les types d'imagerie, qu'on décide aujourd'hui de limiter, parce qu'on considère que l'imagerie fonctionnelle n'est pas suffisamment fiable à ce jour, dans le domaine de la justice, mais également dans d'autres domaines. Quelques remarques et une question. La première remarque, c'est que vous dites qu'il y a une dévalorisation du langage, et je trouvais ça vraiment... je trouvais que c'était très intéressant comme idée, puisqu'on peut accéder directement, on pourrait accéder aux pensées directement avec toutes les limites épistémologiques et techniques que vous pointez. Mais il y a aussi peut-être une dévalorisation de l'action au profit de l'intention. C'est-à-dire que ce qui compte juridiquement et peut-être même moralement, peut-être éthiquement, c'est l'intention et non pas l'action, parce qu'on se retrouve d'un côté avec des personnes qui ne sont pas passées à l'acte et qui, on peut imaginer, en faisant un peu de science-fiction, qui pourraient être inculpées, et inversement, des personnes qui sont passées à l'acte et qui sont disculpées, donc grâce à l'imagerie. Donc il y a là un déplacement intéressant et assez critiquable d'un point de vue philosophique, puisque il y a notamment Elisabeth Anscombe qui a écrit sur ce point-là, sur l'intention, en critiquant, c'est ce qu'elle nomme une vision mentaliste de l'intention, c'est-à-dire une dissociation de l'intention et de l'action. Ce qu'elle dit, c'est que l'intention fait partie de l'action. On ne peut pas penser l'intention sans l'action à laquelle elle a donné lieu. Donc déjà, ça, je trouvais ça intéressant comme déplacement, même philosophique. Une autre remarque que je voudrais faire... Vous voulez répondre? Oui, bien sûr. C'est vrai que juridiquement, enfin, moi, quand j'ai commencé mes études, on me disait le droit n'accède pas au fort intérieur, il n'y va pas. Et aujourd'hui, ça a totalement changé. Et je pense que c'est quand même une dérive dangereuse. Parce qu'on va fouiller les pensées, en fait. On essaie de fouiller les pensées. C'est le délit de penser, en fait. On n'en est pas là, mais on n'en est pas loin. La deuxième remarque, c'était pour les personnes et moi-même qui sommes plutôt familiers du domaine médical, de la santé, je trouve qu'il y a beaucoup d'affinités entre la justice prédictive et la médecine prédictive. Donc il y a cette idée que finalement tout peut être contenu, tout est déjà contenu dans la personne, finalement avant même les événements, donc avant même le passage à l'acte pour le crime, avant même la maladie pour ce qui est du domaine de la santé. Voilà. Mais c'est extrêmement dangereux parce que quelqu'un à qui vous dites qu'il est porteur de risque d'avoir telle maladie va se comporter autrement dans sa vie. Mais c'est pareil sur le plan juridique. Je veux dire, quelqu'un à qui vous dites qu'il a une lésion ou une tumeur au niveau du lobe frontal, parce que c'est souvent le lobe frontal qui est en cause. C'est la zone qui permettrait de réguler le passage à l'acte, l'impulsivité, etc. Ça va l'impacter, quoi, je veux dire, ça va l'impacter. Donc c'est une vision qui est réduite, réductionniste. L'individu, vous dites, tout est dans lui déjà, mais en plus, ça va avoir des répercussions après sur son comportement dans la vie de tous les jours. Oui. Et par rapport justement, je rebondis sur ce que vous avez dit pour le parallèle entre la médecine et la justice. Par rapport à votre intervention, en fait, ce que je trouve assez effrayant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une récupération par la médecine, par les neurosciences, etc., de presque toute la dimension de la morale, en fait, de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'intéresse plus de savoir si librement la personne a choisi de faire une action mauvaise, c'est-à-dire, effectivement, vous avez mentionné le libre arbitre. On dit il doit y avoir une raison médicale, d'imagerie, qui explique ce comportement moralement incorrect.
Et donc, on va aller le traquer et on va aller le trouver et on va dire que telle chose qu'on observe est nécessairement, pousse cette personne à commettre cet acte. C'est quand même, je trouve aussi un principe matérialiste qui est très dangereux en fait. Alors qu'en fait, les neuroscientifiques ne disent pas qu'ils ne parlent pas en termes de causalité, jamais. C'est pour ça que je parle de récupération, de Donc déviance. C'est le discours après qui est tenu sur ça qui est dangereux, comme souvent d'ailleurs. C'est pas la science qui est dangereuse, c'est ce qu'on en fait ensuite. Voilà, donc il dit juste il y a corrélat, c'est pas causal. Voilà, vous avez le micro juste là. Est-ce que c'est pas aussi utiliser la science de manière, utiliser la science parce que aussi, au niveau cérébral, il y a aussi les fonctions d'inhibition. Donc on peut avoir une intention sans passer à l'acte. Donc là aussi, est-ce que c'est pas aussi une utilisation très parcellaire finalement, donc il y a un côté un peu arbitraire. Voilà, c'était juste la question que je m'interroge. C'est ça, c'est arbitraire. C'est-à-dire en fait, il y a des avancées. Mais le problème, c'est quand on tombe dans le scientisme. Et quand on utilise la médecine à des fins sécuritaires, de toute façon, il y a toujours ce risque-là d'exagération, de simplification abusive. Je voulais juste faire aussi un parallèle avec une pratique qui ne concerne pas l'imagerie cérébrale, mais c'est le fait on en parlait récemment avec des collègues, le fait de filmer ou de pouvoir filmer ce qui se passe dans une chambre d'hôpital ou dans une chambre d'EHPAD. Il y a certains pays scandinaves apparemment qui utilisent cela, c'est-à-dire quand on met un signe sur la porte, le soignant doit s'attendre à être filmé dans la chambre, et cela à la discrétion finalement des parents. Ce sont les parents qui décident de cela. On peut penser aussi au babyphone, au visiophone, etc. C'est-à-dire, ça n'a peut-être aucun rapport, mais il y a quand même là des parallèles, je pense, à saisir. C'est-à-dire, ouais. C'est ça, c'est le culte de la transparence. Voir, savoir, pour traquer tout ce qui normalement est censé. Il n'y a plus d'intimité là, dans ces conditions, dans les exemples que vous citez. Et on veut éradiquer l'ombre, mais l'ombre, c'est nécessaire à la vie. Question du coup, après avoir dit tout ça et après avoir fait le procès à charge de toutes ces technologies, sachant que ces technologies existent, aussi imparfaites soient-elles, aussi contestables soient-elles, on l'a vu au plan épistémologique, au plan technique, au plan éthique, voilà. Dans la mesure où elles existent et où elles pourraient éventuellement éviter des souffrances, puisqu'on ne peut pas non plus... quels arguments éthiques pouvons-nous vraiment leur opposer? C'est-à-dire, par rapport à cet argument utilitariste de la réduction de la souffrance, qu'est-ce qu'on peut vraiment leur opposer? Est-ce que c'est la dignité humaine? Est-ce que c'est... et voilà, quelle robustesse on peut donner à ces arguments? De toute façon, dans le domaine éthique, on raisonne à partir du concept de dignité, évidemment. Mais là, par rapport à ces pratiques qui sont susceptibles d'alléger, de soulager la douleur, etc., je pense là à la neuroamélioration, là, plutôt. C'est-à-dire que nous avons le même débat avec la neuroamélioration. Les sujets malades ont besoin de neuroamélioration. Ça va être, par exemple, l'utilisation de molécules, ça va être, par exemple, l'utilisation de prothèses, exosquelettes, etc. Ce sont des sujets malades. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on utilise ces techniques-là qui existent. Ce sont des sujets sains qui les utilisent pour donc se neuroaméliorer, prendre des molécules qui renforcent les performances, la vigilance, la concentration, la mémoire, etc. Et pourquoi pas demain un troisième bras pour quelqu'un qui veut mieux jouer de la batterie. Le problème, à quel moment on fixe la limite et qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique, c'est ça. Je veux dire, oui, alors évidemment, on y va toujours avec le principe de dignité, mais à un moment, il faut poser une limite. Le droit est là pour poser des limites, d'ailleurs. C'est un peu sa fonction. Et du coup, par rapport à ce principe de dignité, je reviens sur aussi la remarque que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire, je vois pas comment est-ce qu'on peut défendre ce principe de dignité si on éradique de la personne justement le concept de libre arbitre, enfin de liberté en fait. Si on dit qu'il n'y a pas de liberté, qu'il n'y a pas de libre arbitre, au final, je vois pas très bien comment on peut dire qu'il y a une dignité de la personne humaine. Alors, la question du libre arbitre, c'est une question qui est philosophique.
Alors, notre droit repose sur le postulat selon lequel nous sommes libres, donc responsables. Pour le moment, on en est là. Donc c'est bon. Après, quand on nous démontre que nous ne sommes pas libres, ça ne change rien sur le plan juridique. En droit, il existe un principe de libre disponibilité de son corps. C'est-à-dire que normalement, on peut faire tout un tas de choses sur son corps, à condition de ne pas faire souffrir autrui, et à condition de ne pas, porter atteinte aux règles médicales, du droit médical, du droit de la santé. C'est-à-dire, mais soi-même, on peut se faire du mal, ce n'est pas interdit par le droit. Donc, il y a ce principe de libre disponibilité de son corps qui est mis en balance avec le principe de dignité de la personne humaine qui permet d'apporter quelques limites. Le problème, c'est que quand je parle de mise en balance, ça veut dire que l'équilibre est toujours précaire et toujours à redéfinir compte tenu des avancées des technologies, etc. etc. Mais c'est un équilibre difficile à atteindre et à maintenir. Voilà. Je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir une opposition entre les deux, comme si un devait reculer et l'autre avancer en même temps, puisque c'est pas sur le même plan. Comme on parle des neurosciences, ça peut pas être sur le même plan que la liberté, que tout ce que vous venez d'énoncer, je veux dire, parce que la science n'explique pas. Alors, le principe de dignité, il fait un peu, c'est un concept flou en droit, ce qu'on appelle un concept flou, c'est-à-dire que il a un rang constitutionnel, mais parfois on va le mettre au service de la liberté de la personne en considérant que la dignité suppose la liberté, et parfois on va dire que la dignité vient limiter la liberté. Par exemple, il y a une fameuse affaire, c'est une boîte de nuit qui avait produit un spectacle de lancer de nains, une personne donc naine. Et cette pratique a été interdite dans la commune. Et donc le Conseil d'État a considéré... Alors le nain essayait de plaider finalement son libre arbitre, c'est-à-dire sa libre disponibilité. Et il n'a pas eu gain de cause parce qu'on lui a opposé finalement la dignité. Ce qui veut dire que dans cette affaire particulière, la dignité est venue limiter la liberté. Mais parfois, on peut considérer, selon le niveau sur lequel on réfléchit, que la dignité suppose la liberté. Voilà. La dignité, c'est un concept flou. Souvent, on dit que c'est un concept qui est philosophique et non pas juridique. On lui reproche d'être un peu fourre-tout et donc de dire des choses voilà. C'est un concept standard. Du coup, je reviens à ma question parce que face à ce concept flou dont l'application est un peu incertaine selon les situations, etc., il y a de l'autre côté cet argument qui est très puissant, qui est l'argument utilitariste de la réduction de la souffrance. Peut-être que en banalisant ces technologies, on arrivera à ce qu'il y ait moins de crimes au niveau statistique dans la population. Donc, est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres garde-fous ou est-ce qu'il faut se ranger à l'option utilitariste? Enfin voilà, il y a quand même il y a une question. C'est pas forcément une question, c'est une remarque. C'est cet argument de diminuer la souffrance. Potentiellement, on peut l'augmenter aussi parce que la quantité de personnes qu'on va diagnostiquer comme étant potentiellement dangereux, on va complètement impacter leur manière de vivre. Et puis l'autre question qui m'interpellait, c'était... alors j'ai cru comprendre que l'intention faisait partie de l'action, mais il y a peut-être différents degrés entre les pensées qui sont l'émergence comme ça d'une mauvaise idée sans en avoir pour autant l'intention, en avoir l'intention sans forcément passer à l'action. Est-ce que je peux être jugée coupable de mes pensées et de mes intentions et de ce que je fais pas? Oui, toute la difficulté, surtout que le sujet n'est jamais transparent à lui-même. Nous ne connaissons pas toutes nos intentions, en fin de compte. C'est pour ça que ceux qui plaident en faveur de l'approche clinique sont souvent des psychanalystes qui considèrent finalement que c'est la parole qui permet d'accéder à la pensée, parce que la parole, finalement, nous en dit plus que parfois nous en savons. Voilà, c'est le débat, c'est-à-dire le langage, la parole, ce qui sort à travers ce qui est dit, ou alors l'image qui permet de montrer un certain nombre de choses. Donc, dans certains cas particuliers, effectivement, ça peut permettre quand même, dans certains cas pathologiques particuliers, en présence d'une lésion, ça peut être utile, il peut y avoir une utilité. Mais il faut faire attention de ne pas de ne pas se faire trop d'illusions en ce qui concerne l'imagerie. C'est ma conclusion. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va rester sur cette conclusion. Merci beaucoup, Peggy Larieux, pour l'intervention.